j'ai envie de demander au premier comment ils réagissent à la conclusion du second. Rationaliser le juste besoin technologique avec votre sensibilité, quelque part un peu votre engagement, parce qu'on a senti que cette recherche que vous avez faite était un peu engagée. J'ai perçu de ça. Comment vous réagissez à cette critique? Moi, je vais poursuivre un peu le bout de discussion avec la première présentation. Moi, je suis complètement d'accord avec rationaliser le juste engagement. Il suffit de demander aux utilisateurs, quoi. Commençons par là, parce que c'est ça ça m'a vraiment fait réfléchir, quoi. C'est-à-dire jusqu'où on a besoin d'aller chercher absolument le modèle théorique, le laboratoire, etc., sur toutes les technologies qu'on a présentées là. Parce qu'effectivement, interroger les utilisateurs et puis les mettre au centre. Alors c'est compliqué les utilisateurs parce qu'ils sont tous différents, les contextes sont tous différents, mais construire à partir de ça, moi je trouverais ça, et donc la justesse ou la justice dans ce développement, ça me parle beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi quand même un renversement de perspective, enfin, en tout cas au moins mettre l'utilisateur plus au centre. Oui, tout à fait. L'importance du marché, on en a beaucoup parlé, le marché que nous cautionnons tous avec nos achats de smartphones, etc. Mais la pression qu'on a dit sur la production ne peut pas se permettre de stopper la chaîne de Mercedes, de notre... Et donc, je veux dire, cette pression, c'est quelque part le consommateur, c'est notre mode de vie. Donc, devenir plus raisonnable sur les usages, c'est clair que ça commence par une réflexion sur nos consommations. En tout cas, par rapport aux semi-conducteurs, c'est très clair. Parce que c'est vraiment une industrie de masse qui fait de l'infiniment petit, mais en grande masse pour répondre aux besoins de consommation. Donc c'est clair que... comment... Voilà. On ne parle pas que d'utilisateurs dans nos travaux, mais aussi d'opérateurs. Il y a des points de projecteurs sur l'opérateur qui est, à votre analyse, en dessous du système. C'est ça. Comme un homme déficient. C'est ça. Est-ce qu'on peut appliquer cette idée d'apprécier le juste besoin par l'utilisateur à apprécier le juste besoin par l'opérateur, ou c'est pas un transfert? Moi j'ai l'impression, mais c'est une intime conviction, je peux être complètement trompé, mais j'ai l'impression qu'avec la pression qu'il y a dans ce secteur-là, du fait justement de la pression de la consommation, la rationalité de l'automatisation est pratiquement inéluctable. Je le pense, que c'est justement notre besoin consommatoire qui crée ce modèle. Et je pense que l'opérateur, effectivement, oui, il est déficient. Par rapport à ce besoin de production, cet énorme besoin, l'opérateur n'y arrive plus. Il faut que ce soit des systèmes mécanisés, automatisés, qui laissent plus de latitude à grand nombre, parce qu'en fait, les compétences, elles sont centralisées dans les mains de quelques experts et pas partagées par l'organisation. L'organisation n'a même pas le temps de faire les formations. Payer des sous-traitants, des équipementiers qui vont le faire à sa place. On rentre dans un système qui est plus maîtrisé, en fait, qui est plus partagé. Mais c'est une intime conviction. C'est même pas politique, c'est juste une question de mécanique. C'est pour ça qu'on a commencé la première partie, c'est la pression sur le système. Il y a quand même un peu un débat entre nous, puis c'est comme ça que c'est intéressant aussi. Avec ce qu'on a vu, c'est quand même presque certain que le rôle d'opérateur de base, là, est voué à, sans doute à disparaître, ne faisant plus que les tâches qu'on n'arrive vraiment pas à automatiser. Donc ça, on est à peu près d'accord là-dessus. Après, François a très bien décrit sur la classe moyenne a disparu, là, donc il y a ceux qui conçoivent, puis même dans quelle mesure certains ingénieurs peuvent être touchés par ça. Bon, donc il y a la classe moyenne a disparu, mais le débat qu'on a entre nous, c'est est-ce qu'elle a vraiment complètement disparu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des techniciens qui pourraient être dans l'identification de défauts, qui eux, alors, doivent monter en compétences fort, parce que c'est vraiment pas facile d'aller identifier ça. Mais est-ce qu'il resterait un peu, moi j'ai un peu l'idée que peut-être, et c'est là qu'on débat entre nous trois, mais François étant moins d'accord là-dessus par exemple, mais je me demande est-ce qu'il resterait quand même pas une partie de la classe moyenne supérieure, là, des techniciens dont le travail serait nettement plus complexe, mais qui resterait important, ou est-ce qu'eux aussi ont vraiment disparu, et puis la technologie imprimerait à tout ça?
débat qu'on a entre nous, est-ce que c'est ce que François a mis à la fin, est-ce qu'on va rejouer l'histoire du terrorisme ou est-ce que c'est une autre histoire qui va se rejouer, parce que j'en profite toujours pour parler de mon grand-père, ingénieur arts et métiers, etc., qui était dans une logique taylorienne classique, et bon, il est décédé maintenant depuis plusieurs années, il n'a jamais vraiment compris pourquoi ces machines ne marchaient pas parfaitement dans toutes les usines où il les a installées, quoi, hein. Donc, est-ce que les ingénieurs qu'on rencontre aujourd'hui, qui nous disent « Oh, c'est bon, on n'a plus besoin de l'humain, on va faire sans, etc. » Est-ce qu'ils sont comme mon grand-père, puis on va le déco, ou est-ce que c'est une autre histoire qui va se jouer? C'est le débat qu'on a un peu dans notre C'est clair qu'il faudrait que la recherche creuse sur le métier des techniciens et des ingénieurs. Et moi, mon impression, c'est que les prescriptions s'étendent également aux techniciens et aux ingénieurs, même aux ingénieurs. Et je me demande même si le métier d'ingénieur n'est pas quelque part en train de s'appauvrir, compte tenu de la marge de manœuvre qui se réduit, parce que les risques sont graves. Parce qu'il y a une erreur, c'est une chaîne qui s'arrête, de clients. Le client, après, il va passer ses commandes ailleurs. C'est dramatique. Ton point de vue là-dessus, Fred? Il n'y a pas Véronique a des questions. Je peux attendre, j'en ai tellement. Moi, je sais, enfin, je ne suis pas dans le bar de café, je ne sais pas ce que sera l'histoire. Ce qui je pense, c'est qu'effectivement, il y a encore matière à étudier en laboratoire, dans l'apport de chaque technologie, pour réfléchir quelles sont les fonctions raisonnables qu'on peut avoir sur chaque techno. Je me souviens d'une conférence il y a quelques années autour de la réalité virtuelle où des acteurs, c'est d'Assosystème, arrivaient en disant de toute façon on va faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, on va ouvrir nos capacités de programmation sur nos systèmes, on va laisser les gens créer effectivement beaucoup d'applications et on verra bien ce que le marché retiendra. Je ne suis pas sûr que le marché retienne bien les bons usages, effectivement, parce qu'à un moment donné on risque de passer à côté de techniques qui pourraient être pertinentes, mais simplement parce qu'on a dévalorisé la réalité virtuelle, enfin une technologie à un moment donné, parce qu'elle ne s'établit pas. Il suffit d'essayer de déployer une technologie. Si ça ne se passe pas, c'est terminé pour 20 ans. Dans le principe, alors que la technologie n'est pas forcément complètement en cause, elle a été simplement mal déployée, mal mise en place, avec trop de promesses auxquelles les gens croient. J'ai vu dans des ateliers de production déployer de la réalité augmentée, et puis on appelle les agents de maintenance pour savoir ce qu'ils en pensent, et eux ils étaient sur leur téléphone portable à dire j'ai une machine qui s'arrête, il faut que je reparte. Et typiquement c'était pas leur sujet. Si on leur met des outils trop modernes, trop en avance de phase, ça va faire un échec. Donc c'est un vrai compromis, et je dirais que l'histoire va se construire sans doute par elle-même en fonction des efforts qu'on sera capable de faire dans les laboratoires pour bien maîtriser ça, et les interactions qu'on pourra avoir avec les industriels pour le déployer proprement. Ce qui me semble, j'ai vu un industriel venir sur un projet qu'on a fait d'ailleurs, qui s'appelle Cooper Standard France I4.0, donc leur idée c'était d'arriver en disant on veut être labellisé Industrie 4.0 en 2018. Leur truc c'était, on s'en fiche, on veut avoir le label pour être dans le groupe Industrie 4.0. Donc on a fait des projets de cobotique, des projets de réalité augmentée, des projets de pilotage de la production, c'est la sortie du jumeau numérique que vous avez aperçu. Typiquement, à la fin, ils ont jeté la moitié de ce qu'ils voulaient, et les demandes qu'ils avaient au départ étaient complètement aberrantes. Ils voulaient effectivement utiliser de la réalité augmentée pour voir des KPI de l'entreprise en direct, en 3D, au-dessus d'un plan papier. On pouvait faire ça sur des écrans plus simples. Il y a des vraies erreurs, et derrière, on close ce chapitre quand on s'aperçoit que ça marche. Alors qu'on aurait pu faire mieux si on avait mieux réfléchi aux spécifications. Je disais juste quelque chose aussi par rapport à... Parce que c'est vrai qu'il y a des débats entre nous sur la façon de percevoir aussi cette organisation. Il y a aussi une histoire sur cette organisation de la rationalisation, et qui passe par la personne qui est vue comme, les femmes et les hommes d'ailleurs de cette organisation, qui sont vus comme variables, et donc qu'il faut rationaliser. Et il y a aussi cet enjeu, l'IA en tous les cas, et aussi rationaliser en tous les cas le fonctionnement des machines, des équipements. Il y a vraiment à la fois on va essayer de mieux voir comment fonctionnent les équipements pour éviter cette variabilité. Donc sur cette idée de variabilité, il y a un aspect aussi important. Et c'est vraiment une histoire où on va dans un sens avec une course en avant.
ce qui peut être totalement différent dans d'autres organisations. Hein. Je pense par exemple une autre organisation qui est plus petite sur la région, toujours dans le secteur de la microélectronique, qui a fait d'autres choix aussi et qui place peut-être les humains, les femmes et les hommes de ces organisations à un autre endroit et peut-être plus dans la compréhension des fonctionnements et pas au-dessus ou en dessous. Donc, il y a quand même alors oui, semi-conducteur, et alors c'est un équipementier, donc il fait de la prestation de service et équipementier, c'est une PME, avec aussi une conception aussi différente hein, de l'homme et la femme qui travaillent clairement, et qui fait que voilà, on peut avoir des choix aussi qui s'inscrivent aussi dans des conceptions différentes et utiliser la technologie d'une manière différente. Ce serait la preuve de concept, l'alternative à laquelle vous certainement. Mais en tous les cas, là, c'est vrai que dans cette organisation-là, parce que moi, ce qui est dans l'exposé, ce qui m'a surpris là, c'est qu'il y a de la production, il y a du process, il y a de la maintenance. Les gens, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences. En vrai, ce qu'on dit, c'est principalement pour la production. Ouais, la disparition. L'instant, ce qu'on décrit, c'est disparition des humains dans la production, en quelque sorte, c'est une question qui est posée. Mais ils veulent le faire pour le process. Hein. Ils veulent le faire pour le process. Le process ne rentre pas dans l'atelier. Il analyse des données sur son ordinateur. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Vous annoncez la mort des hommes dans la production, et on a intérêt, parce que leur boulot devenant tellement peu intéressant, oui, il y a d'autres entreprises qu'on pourrait regarder, du genre entrepôt logistique et Amazon, qui a cité tout à l'heure. Parce qu'en termes de boulot con, là aussi, on c'est clair, c'est clair. Donc c'est pas le même domaine. Voilà. on demande la parole Véronique, donc je m'appelle Véronique, je suis docteur en sciences de gestion et avec un fort oubli parce que je suis une ancienne praticienne RH. J'ai plein de questions à vous poser parce qu'en effet j'ai fait ma thèse du coup chez ST Microélectronique Pro 300 il y a une année. Donc forcément mes questions seront évidemment biaisées. Je voulais quand même rassurer François en te disant que malgré, tu as raison, j'ai aussi constaté la dimension hypertrophiée de la prescription du travail, sauf que face à ça, j'ai aussi observé de façon très contre-intuitive que sans la variabilité humaine et le travail humain, le travail de flux, il aurait été interrompu en fait. Donc c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que face à ça, moi j'ai vu des techniciens, attention, pas des opérateurs, qui devaient vraiment faire un vrai art des arbitrages entre les gens outils, l'interface de supervision qu'on leur demandait à la fois de nourrir et vérifier, et s'il n'y avait pas eu du travail purement variable, subjectif, ça n'aurait pas marché. Donc moi j'ai quand même vu dans une industrie où même s'il y a des robots partout, on est loin encore de faire disparaître les techniciens opérateurs de production. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on croit, je rejoins Daniel. Par contre, là où, et je voulais voir si tu avais observé ça toi aussi, c'est la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à une polarisation, mais du coup à l'intérieur des techniciens, c'est-à-dire intra-col bleu quoi. Parce qu'on parlait de polarisation, col blanc, col bleu, c'est facile, sauf que là il y a l'air d'avoir quelque chose de nouveau en effet entre le technicien bassement qualifié ou l'opérateur et puis le technicien supérieur. Là il y a un véritable écart. Est-ce que vous avez constaté ça vous dans votre étude de cas? On n'est pas allé assez loin, je pense, dans l'étude du métier. Pour autant, l'idée de la prescription pour le technicien est très importante. Le technicien, on lui demande de faire tel type d'opération dans telle situation, en faisant telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ce qui fait que quand il va en formation et que le formateur lui explique, mais tu comprends, le process, c'est ça qu'il y a derrière. Voilà le phénomène chimique, mais j'ai pas besoin de savoir. C'est ce que répondent certains techniciens. Donc il y a parfaitement certains techniciens qui font comme les opérateurs. Parce que quand on travaille en tâche alimentaire, on ne comprend pas ce qu'on fait. Par contre, c'est comme la noticie. Enfin, je sais pas, on n'aime pas trop les noticiaires, en général, on ne les dit pas trop. On s'en mord les doigts à la fin d'ailleurs. Mais je veux dire, cette tâche alimentaire, c'est pas au combat, quoi. On ne voit pas le truc évoluer, on met la vis, on a quoi ça. C'est ça. Donc le problème, c'est la compréhension, c'est la richesse du métier, c'est l'intérêt. Et le problème, c'est que ça, c'est pour les opérateurs, c'est pas pratiquement acquis. Je pense pour une partie des techniciens, c'est comme ça aussi. Parce que la variabilité de l'opération de maintenance, il faut aussi la réduire. Il faut que les opérations de maintenance se passent toutes de la même façon. Alors évidemment, quand il y a des hauts plafonds, des investissements, etc., il y a toute une phase de débugage. On va avoir besoin de l'intelligence d'un certain nombre de personnes. Il y a beaucoup d'équipementiers d'ailleurs qui sont extérieurs à l'entreprise. Mais dans le quotidien, quand les choses sont stabilisées, elle est où la réflexion? Je sais pas, hein, c'est pas évident. Hein. Moi, je suis dubitatif.
Surtout que ce qui est dit, c'est qu'on ne demande pas, ce qui est attendu des techniciens, c'est une gestion à court terme, en temps réel, des anomalies. D'accord ? Et qu'il y avait un verbatim qui ressortait, c'est si tu veux réfléchir, tu vas aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gros travail subjectif de mobilisation de compétences qui sont complètement passées à la trappe des RH. Donc, la deuxième question que je vous pose, c'est, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez vu des RH pendant cette étude de cas. Où est-ce qu'ils sont ? On a vu que des gens intéressants. On a la même réponse que Thierry. Non, mais c'est très. Alors, je vais défendre. Je vais peut-être. Non, mais je vais défendre 2 minutes les RH. J'ai quand même vu pas mal d'organisations, ce milieu-là, et puis en particulier, l'entreprise. C'est de loin l'entreprise où la culture technique était la plus ultra dominante que j'ai jamais vue, mais avec tous les défauts, parce que c'est des ingénieurs qui gèrent tous les problèmes RH, de dynamique d'équipe, de compétences et tout ça. Et les ingénieurs sont excellents, il y a plein de choses qu'ils font bien, mais il y a aussi plein de choses de dynamique sociale qui sont un peu compliquées, qui les intéressent pas toujours, qu'ils n'ont pas les compétences, enfin bref. Donc, pour défendre les RH, je pense que c'est vraiment difficile de prendre sa place de RH dans ce type d'organisation-là, parce que vraiment, moi, je m'intéresse en particulier dans la pétrochimie, où il y a quand même quelques ingénieurs, etc. Dans la pétrochimie, ça n'a aucun rapport, c'est-à-dire que les ingénieurs sont concentrés sur les dimensions techniques du système de production, et puis les RH ont une vraie place, etc. Tous les autres, alors même dans les PME, etc., même avec un PDG un peu ingénieur, quelque chose comme ça, là c'était vraiment très impressionnant de puissance de la culture technique dans l'organisation. Donc que les RH soient inexistants par rapport à ça, malheureusement c'est presque normal. Je pense même qu'en partie ils sont recrutés sur les RH sur leur capacité à pas trop perturber la culture technique de l'organisation, parce que de toute façon, ils mettraient le bazar. Mais non, mais si des RH voulaient jouer vraiment leur rôle en disant « Écoutez, on a des choses à vous apprendre sur l'évaluation des compétences des salariés », ils se fait défoncer. Les ingénieurs vont dire « Mais nous, on fait ça depuis toujours, donc qu'est-ce que tu viens nous apprendre à la vie ?» Enfin, vraiment, pour défendre les RH, Alors peut-être les défendre un peu plus quand même, parce qu'on a quand même vu effectivement des RH, mais les RH de la formation, les formateurs. Et effectivement, on n'a pas rencontré aussi... Il y avait la CCRH qui était un La CCRH, les RH embarqués. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des CCRH embarqués dans l'équipe, donc postés, donc de nuit, de week-end, avec l'équipe. C'est la CCRH de profil. Quel est leur travail ? Ils arrivent à faire des choses ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Par contre, les formateurs, oui. Oui, les formateurs. Mais les formateurs sont plus reliés à la RH, ils sont reliés à la femme. Il faut quand même rajouter que la grande majorité des entreprises sont des PME et des toutes petites entreprises et qui sont très loin de ce niveau technologique. Et si on répandait tout ce niveau technologique au niveau de toutes les entreprises, là, je ne suis pas sûr que ça passe en termes de ressources planétaires. Donc c'est sans doute à réfléchir aussi. Il y a des niveaux technologiques qu'on peut atteindre ponctuellement qui sont peut-être pertinents chez ST parce que c'est de la production de masse, et puis sur de la production plus individualisée, est-ce que ça sert d'avoir toujours des choses complètement numérisées? C'est le bon rapport qu'il faut trouver. Et c'est parfaitement logique, parce que consommation de masse répond production de masse, et c'est pas soutenable. Les deux. C'est tout à fait logique. Ce modèle de l'entreprise soit pas soutenable. Et finalement, est-ce que, pour réfléchir sur le lien entre technologie et organisation du travail, est-ce que la labellisation, parce que je ne sais pas si le concept est un peu fort, industrie 4.0, voire maintenant 5.0, puisque l'Union européenne est en train de vendre la version 5.0, c'est pas quelque chose de trompeur, parce que l'impression que ça m'a donné, c'est que finalement, effectivement, entre les tailles d'entreprise où les enjeux se posent difficilement, c'est quand on est, avec ce que tu as dit, sur une plus petite entreprise, on retrouve un petit peu ce que tu dis sur la robotique, c'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes en train de produire des milliers d'automobiles identiques tous les jours, les questions d'autonomie au travail ne se posent pas de la même façon quand vous fabriquez des petites séries. Et puis, sur le rapport aux différentes technologies, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière l'idée de l'industrie 4.0, il y a l'idée quand même d'un modèle qu'on devrait suivre,
Alors que on voit bien que l'impact sur le travail des différentes technologies ne sera pas du tout le même. Le jeu numérique, ça fait un peu peur. On a l'impression du panoptique qui va permettre de tout contrôler de A à Z. Effectivement, si j'ai bien suivi ce que vous expliquiez, on a cette impression que de toute façon, si ça n'a pas été prévu au départ dans le jeu numérique, ça n'existe pas. Et du coup, il peut y avoir même une forme de déconnexion à la réalité du travail et même à la réalité industrielle, parce que c'est le logiciel qui a raison, c'est le jeu numérique qui finit par devenir la réalité, plus que ce qui se passe dans l'atelier. Le concept de jeu numérique, à la base, il vient de la mission Apollo 13 qui a fait le tour de la Lune, et il y a eu un accident où, globalement, une fuite dans un réservoir d'oxygène. Et pour arriver à le corriger, en fait, les ingénieurs de la NASA ont trouvé la procédure de secours sur Terre sur un jumeau physique. L'idée était de se dire, est-ce qu'on peut, parce qu'on a exactement le même système, on peut tester exactement ce qu'ils vont pouvoir faire là-haut et leur renvoyer des consignes. Et la résolution a été, avec du scotch, de mettre un tuyau carré dans un tuyau rond. J'exagère, l'interface n'était pas prévue. Et typiquement, dans des jumeaux numériques, si on fait des modèles CO aujourd'hui, on n'a pas le système qui nous permettra de modéliser le scotch pour mettre le tuyau rond dans le tuyau carré. Donc le jumeau numérique, ça n'est qu'un modèle. Ça a toutes les propriétés de tous les modèles qu'on fait en ingénierie actuellement, qui ont des hypothèses de fonctionnement, et sortir de ce cadre d'hypothèse donneront des résultats qui sont faux. Ils ne donneront pas de résultats du tout. Donc effectivement, si on veut faire un parallèle, on peut aller très loin, il faudrait aller jusqu'à la définition de chaque atome pour avoir un vrai jumeau. On en est très très loin. Par contre, qu'il y ait des systèmes de supervision qui s'appuient sur des modèles, ça c'est effectif et ça fonctionne, et ça d'ailleurs une valeur ajoutée négligeable. Ce qu'on voit chez ST, notamment, ils arrivent à superviser leur système de production. On donne la parole. Oui, merci. Bonjour, je m'appelle Louis. Bon, moi aussi, j'ai l'impression que c'est un peu the place to be. Je fais ma thèse et aussi l'industrie du semi-conducteur sur le déploiement de systèmes d'IA, notamment pour le contrôle qualité. Donc ça m'a beaucoup parlé, ce dont vous avez parlé. D'ailleurs, il y a des choses un peu différentes entre ce dont vous avez parlé et ce que j'ai observé. On va discuter après. J'avais juste une question sur... vous avez dit qu'il n'y a pas d'algo-activisme, donc pas trop de pratiques de résistance. Et je voulais savoir si par là, est-ce que vous entendiez qu'il n'y avait pas de résistance verbalisée, c'est-à-dire un peu de contestation un peu au sein des équipes. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de contestation parce qu'il n'y a pas de négociation, ou d'une part, ou est-ce qu'il n'y a pas de contestation juste parce que voilà, il y a des personnes qui élèvent la voix. Et donc ça c'était la première partie de la question. Et deuxième partie, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même des pratiques un peu de résistance, de contournement, ou ne serait-ce que je sais pas moi, de ne pas suivre les résultats du système. Parce que moi, ce que j'ai pu observer sur la classification de défauts, c'est que en fait, le système ne marche pas à 100%, c'est établi, et donc, facilement, en fait, il y a un esprit critique qui peut être conservé face aux résultats du système, parce que le technicien se dit, ah ben là, il a dit ça, mais en fait, je comprends pourquoi il a dit ça, c'est parce que, voilà, il a visualisé l'image de cette façon, tout ça. Et du coup, ça revient un peu à ce que vous avez dit sur l'opacité, vous avez dit que le système est très opaque pour les opérateurs. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une sorte de reconstruction d'une explication un peu a posteriori dans la façon dont est utilisé le système, en disant voilà le système il est opaque, certes l'algorithme est opaque, mais au fond je regarde 200 résultats par jour, donc je commence un peu à comprendre la logique qu'il y a derrière dans l'opérateur. Voilà, donc la question c'est plutôt sur l'algo-activisme, et effectivement est-ce que vous avez peut-être des nuances à apporter sur la façon dont il peut y avoir des résistances ou des contournements du système? Juste une toute petite question complémentaire pour être précis. Là, quand vous dites celui qui se reconstruit, une explication, etc., vous avez parlé de technicien, donc c'est bien, on parle de technicien et pas d'opérateur. Là, enfin, c'est qui était la personne là dont on parle? Alors moi, c'est un peu particulier parce que il y a des gens qui se qualifient aussi bien comme technicien que comme opérateur dans la même équipe. Et c'est pas très clair, les ingénieurs, certains les appellent techniciens, d'autres les appellent opérateurs. Bon, c'est des personnes qui, si vous voulez, ont à traiter des alertes de qualité, quoi. Ouais, et donc, mais qui n'ont pas forcément il n'y a pas de dimension manuelle, physique dans le travail, mais qui sont des techniciens de qualité.
toi, ce que tu veux répondre, parce que je pense qu'on n'a quand même pas été assez loin pour répondre, c'est ça? Parce que vous avez des exemples d'algo-activistes, si je comprends bien, c'est ça? Oui, par exemple, sur le déploiement d'un système qui est fait, pour le coup, sans aucune participation des ateliers qualité, seulement en laboratoire, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure sur la robotique, mais là avec un système de classification. Ils mettent en prod le système, il ne marche pas du tout, le service qualité rentre en crise, premier jour. Ils mettent à pied le système, si on peut dire, et ils reviennent 3 mois après avec une version un peu augmentée, mais il y a une grande méfiance un peu initiale. Donc là, il y a une pratique de résistance dans le fait de simplement le fait que ils sont obligés de recoder tous les défauts qui leur sont apportés, et donc en fait ça rend le système, parce qu'il y a une injonction contradictoire, c'est faire tourner le service qualité et c'est utiliser le système. Les deux n'étaient pas compatibles au moment où le système n'était pas fonctionnel. Pour les opérateurs, en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que si on s'écarte de les opérateurs travaillent dans un monde stabilisé. Donc, pas en laboratoire, pas dans des essais de nouvelles technologies, de nouveaux produits. Ça, c'est les techniciens et les ingénieurs qui vont débugger, etc. Ça peut durer un certain temps. Ils sont au milieu. Ils ont des prescriptions et ils doivent les respecter. Et un certain nombre de techniciens ont aussi des prescriptions et doivent les respecter. Par contre, il est très difficile de dire dans quelle mesure effectivement, quand on a dit aucun algo-activisme, on n'a pas vu d'acte, il faudrait creuser, mais on n'a pas repéré d'acte, tout est tellement prescrit, tout est tellement suivi, tout est tellement tracé dans le système, on sait quel opérateur a fait quoi dans son poste chaque seconde. Et même les pauses sont beaucoup mieux surveillées qu'avant. Il y a 20 ans, les pauses, écoute, ta pause, tu la prends, et 5 minutes de plus. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc tout est vraiment, ça c'était d'ailleurs quelque chose qui avait été demandé par le management, etc. Donc, on a vraiment l'impression que, par contre, il y a certainement de l'absentéisme, il y a certainement des façons de traîner les pieds, et des façons d'exprimer ça autrement. Sauf qu'au niveau social, pour avoir, je dirais, pour avoir une sorte de calme social, une grande partie des opérateurs qui avaient une certaine ancienneté ont été passés techniciens. Du coup, ils votent dans le collège technicien, plus dans le premier collège. Et ça a eu des impacts très importants en termes de représentants du personnel. Donc c'est juste pour vous dire, il y a aussi tout un jeu politique derrière. Effectivement, on peut très bien traîner des pieds, aller au travail à traîner des pieds, je peux très bien me mettre en arrêt maladie, je peux très bien... Ça c'est possible. Enfin, pour le temps que je suis au travail, ça je suis vraiment de tous les côtés. Cet aspect un peu... il doit exister sans doute en termes de motivation. Il a été très difficile de parler aux opérateurs. Très difficile. Parce que soit ils nous ont dit que tout était conforme, parce qu'il y avait des formateurs à côté de nous, soit ils n'ont pas vraiment voulu parler. Et je ne sais pas comment interpréter ça. Je ne sais pas. J'essaye toujours d'en voir, je pense qu'on va y arriver. Hein. Mais c'est très difficile, c'était vraiment très compliqué. Peut-être ajouter, ça tient aussi à la méthodologie. Enfin, l'enquête est aussi en cours et je pense qu'effectivement, si on continue les investigations, peut-être qu'on verra aussi à la marge. Mais le problème, c'est aussi quelle marge on a de régulation autonome. Si on a une prescription de plus en plus forte, voilà, quelles sont les marges aussi qui sont laissées. Et par contre, on a eu quand même un opérateur, alors qui était un opérateur un peu spécial, qui était sur les commandes spéciales, et là qui nous disait clairement, voilà, le système ne fonctionne pas. Donc moi je suis obligée de passer par d'autres éléments, je vais suivre mes lots en fait, parce que en fait, les commandes spéciales ce sont des commandes de clients un peu spécifiques qui demandent un temps réduit, donc il faut suivre de manière assez fine où se trouve le lot, et il faut débugger s'il y a des bugs, enfin voilà. Et donc lui il nous disait clairement, voilà, moi, je ne m'appuie pas sur ce système, je vais faire autrement parce que ça marche pas. C'est la personne qu'on a rencontrée, mais qui a quand même un poste un peu spécifique autour des commandes spéciales. Et moi, quand même, pour aller dans votre sens, j'ai eu, alors ça c'est indirect, mais des ingénieurs qui se plaignaient de l'algo-activisme, parce que vous voyez ça comme une sorte de variabilité. Ça pourrait nous donner un indice qu'il y a quand même un peu d'algo-activisme qui existe, parce que les ingénieurs font chier, les opérateurs. Toujours ils disent, chez moi c'est pas pareil, je vais faire différent. Mais non, tu fais pas pareil, enfin, tu fais pas différent, tout le monde doit faire pareil. Donc, les ingénieurs se plaignant de ça, ça pourrait donner des indices que, en tout cas, alors, il faut le voir, hein, parce que comme l'a dit François, c'est dans un contexte d'hyper automatisation, hyper prescription, donc c'est intéressant de creuser encore qu'est-ce qui reste de l'algo-activisme là-dedans. Ce qui est intéressant de voir, c'est les opérateurs, même au niveau très exécutant,
est-ce qu'il y a vraiment de la compensation qui se fait par rapport au fonctionnement du système? Le système fonctionne, le temps qu'il fonctionne, est-ce qu'il y a eu besoin d'une compensation très discrète et invisible? Parce que je pense qu'il y a deux grosses compensations à ce travail appauvri. Le premier, c'est le niveau de salaire. Voilà, parce que les opérateurs sont payés relativement bien par rapport au reste de la région. Et le deuxième, c'est les œuvres sociales, le CE, etc. Je pensais que compensation, la compensation des manques ou des lacunes du système technique. C'est ça qu'il faut qu'on creuse à l'avenir. Ça serait possible qu'au niveau des opérateurs, il n'y en ait plus tant que ça. Ça ne sera plus leur rôle là. Et après, il faut qu'on discrimine parce que donc, au niveau des techniciens, déjà il y a plusieurs types de techniciens. Donc Véronique évoquait, est-ce qu'on aurait deux classes de techniciens, l'un faisant des compensations, les autres n'en faisant pas. Et puis François souligne beaucoup aussi, même au niveau des ingénieurs, peut-être qu'on ne parle plus de la même prescription qu'avant. Il y a peut-être une partie d'entre eux qui sont soumis à une prescription beaucoup plus forte qu'ils ne l'étaient avant, ce qui n'empêche qu'ils peuvent avoir quand même encore des compensations, éventuellement des formes de régulation autonome plus de leur côté. Mais enfin, même si cette régulation autonome perdure chez les ingénieurs, si la part de la prescription a très fortement augmenté, même pour eux, c'est quand même ça qui est intéressant, hein, avec tout ce big data, je ne vais pas faire de frontière trop strict entre big data, 4.0, IA, etc. Mais si la part de prescription a augmenté pour beaucoup de populations qui jusqu'ici en étaient plutôt éloignées, c'est quand même intéressant, quoi, hein, et on va, même si on garde l'autonomie chez eux. Donc c'est ça qu'on doit explorer maintenant, c'est parce qu'on était quand même un peu parti en regardant que cette catégorie des opérateurs, et on veut élargir le regard sur les différentes catégories de techniciens et même peut-être une partie des ingénieurs. Et puis quand même, je crois que c'est Daniel qui l'a évoqué en premier, mais là à chaque fois on parle très vite en mettant tout le monde dans le même sac, alors que le process c'est pas du tout pareil, alors que la maintenance c'est pas du tout pareil. Cathy elle a pris l'exemple des commandes spéciales, bah oui évidemment on parle d'autre chose, donc à chaque fois il faut être très précis sur ce dont on parle. Mais je pense qu'on aura, c'est la suite, hein, de la recherche. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va reprendre.